Nous sommes en 1881 à Braemar, en Écosse. C'est l'été, mais la pluie et les orages condamnent les enfants du pays à l'intérieur. Et pour tromper l'ennui et distraire son beau-fils, Robert Louis Stevenson a une idée. Il prend une feuille et, avec un crayon, il commence à tracer les contours d'une forme qui se révélera être une île. C'est une carte, mais cette carte, elle a un secret. Entre autres, elle indique différents éléments géographiques de l'île, comme les collines, les plages, un marais, une source d'eau et un X. Et sous ce mystérieux X se trouve un trésor. Bon, vous l'aviez peut-être vu venir, mais à l'époque, le X qui marque l'emplacement d'un trésor, c'est quelque chose de totalement nouveau. En fait, c'est Stevenson qui a popularisé cette représentation. Et ce soir-là, il vient d'en avoir l'idée. Pas le concept de la carte au trésor, non. Ça existait déjà dans d'autres textes. Mais ce truc de représenter l'emplacement d'un trésor avec un X, qui est littéralement ce que tout le monde imagine aujourd'hui quand on parle de carte au trésor, c'est lui qui l'a inventé ce soir-là. En tout cas, l'effet est immédiat. Son beau-fils est séduit et son imagination s'emballe, créant toute une aventure avec son beau-père. Et à cet instant, il n'est plus là dans ce salon écossais, un jour de pluie. Non, il est sous le soleil du Pacifique, sur une île, à chercher un trésor. En voyant l'engouement de son beau-fils, il se dit qu'il tient peut-être quelque chose d'intéressant. Parce que Stevenson, même s'il n'est pas très connu à l'époque, c'est un écrivain. Il ne le sait pas encore, mais avec ce qui s'apparentait d'abord à un simple jeu, Stevenson vient de poser la base de ce qui allait devenir le plus grand roman d'aventure du siècle. Et qui allait inspirer toute une palanquée d'autres auteurs et artistes jusqu'à aujourd'hui. Après avoir exploré les tréfonds d'un esprit torturé et l'enfer froid de Barker, j'avais besoin de grand air. Et mon choix s'est porté vers les grands espaces marins. Alors moussaillons, larguez les amarres, relevez l'ancre et hissez la grande voile. On part pour l'île au trésor. L'aventure, un sentiment aussi excitant qu'enivrant. Qui n'a jamais ressenti le besoin de s'évader, de quitter son foyer pour découvrir des horizons inconnus, surmonter des épreuves et s'échapper de la monotonie du quotidien pour sentir son cœur battre, ses tripes se nouer et vivre avec plus d'intensité. C'est précisément ce qu'est l'île au trésor, une aventure dans son sens le plus profond. On y suit le destin de Jim Hawkins, jeune garçon dont la vie va être chamboulée par l'arrivée à l'auberge familiale d'un étrange marin dissimulant son nom, préférant se faire appeler capitaine et guettant l'arrivée d'un marin amputé d'une jambe. Et c'est suite au décès de celui-ci qu'il découvrira dans ses affaires une carte révélant l'emplacement du trésor du capitaine Flint, un pirate légendaire ayant écumé les 7 mers. Il l'apportera au châtelain Trelawney et au docteur Livesey, deux notables de la région qui, gagnés par l'excitation, entreprendront une expédition pour le retrouver. L'affaire se complexifiera lorsqu'on découvrira, une fois parti, que les hommes engagés sur l'Hispaniola, le navire affrété pour l'expédition, sont en réalité l'ancien équipage du capitaine Flint. C'est sur cette promesse que s'ouvre le roman, braver la mer et ses dangers en quête d'une île mystérieuse, avec à la clé un trésor. Le début du roman pourra paraître un peu long pour certains. Attention, je tiens à dire que ce n'est absolument pas mon cas. Il est à mon sens bien rythmé et possède quelques scènes qui, j'en suis sûr, vous donneront des frissons. Mais c'est une critique qui revient assez souvent, donc je tenais quand même à le préciser. En tout cas, une fois l'intrigue mise en place, on est happé par la houle du roman. On s'y engouffre pleinement, sans pouvoir résister à l'appel de l'aventure, et cet appel, il emporte ensemble le lecteur et les personnages dans une euphorie commune. Livesey, déclara le châtelain. Vous allez abandonner sur le champ votre satanée clientèle. Dès demain, je pars pour Bristol. D'ici 3 semaines, que dis-je, 2 semaines, 10 jours, nous aurons le meilleur bateau et la crème des équipages de toute l'Angleterre. Hawkins nous accompagnera comme mousse. Vous ferez un mousse de premier ordre, Hawkins. Et vous, Livesey, vous êtes le médecin du bord. Moi, je suis amiral. Nous prendrons Redruth, Joyce et Hunter. Nous aurons des vents favorables et une traversée rapide. Nous trouverons la cachette sans la moindre difficulté. Et après cela, des monceaux d'argent. De l'argent à la pelle, de l'argent à jeter par les fenêtres jusqu'à la fin de nos jours. Des personnages qui ne vous laisseront pas indifférents tant ils sont marquants. Trelawney, aussi brave que naïf, Livesey sa droiture, parfaite incarnation du gentilhomme, et le capitaine Smollett, dur, exigeant, mais un homme compétent et de confiance. Et des pirates! Que serait une aventure sans de bons antagonistes? Vous en rencontrerez plus d'un qui vous glacera le sang,
comme Pio l'aveugle, dont l'handicap en fait une menace plus insidieuse car on ne s'en méfie pas. Et évidemment, la figure de proue du roman, Long John Silver. Sa caractérisation a tant marqué la culture populaire qu'elle en a fait l'incarnation même de la piraterie, avec sa jambe amputée et son perroquet. Dans le roman, l'aura du personnage se révèle tout particulièrement quand on constate la crainte qu'il inspire malgré son handicap. Mais c'est dans son caractère que réside toute la spécificité du personnage. Tout à la fois charmeur et cruel, il inspire autant la peur que la sympathie. Un personnage ambivalent donc, qui annonce déjà le personnage du Dr Jekyll et Mr Hyde, un autre classique du même auteur. Outre les personnages, c'est aussi par les mots que l'auteur insuffle un sentiment d'aventure et pose le lecteur dans une sorte d'exaltation. Stevenson utilise un lexique propre à la navigation et à l'univers des marins, avec des termes techniques et des expressions qu'on ne comprend pas toujours. Mais l'effet est là, on s'y croit, on se trouve sur le pont de l'Hispaniola avec les personnages. La brise souffle, et le bois du navire craquelle sous l'effet du ressac. On pourrait craindre que cet engouement, cette euphorie, elle s'essoufflerait une fois engagée dans le récit. Mais celui-ci cherchera constamment à prendre le contre-pied du lecteur en jouant avec ses attentes. Par exemple, Jim rêve de l'île sur laquelle se trouve le trésor, et comme le lecteur, il a en tête la représentation classique qu'on se fait d'une île perdue au milieu de l'océan, soit un climat tropical, des bancs de sable fin et des forêts de cocotiers peuplées d'une faune exotique. Mais il n'en sera rien. Lorsque l'Hispaniola débarquera, ce sera sur une île inhospitalière. Que ce fût en raison de mon malaise, ou bien à cause de l'aspect de l'île avec ses bois mélancoliques et grisâtres, ses flèches de roc désolées, le ressac que je pouvais à la fois voir écumer et entendre mugir sur la grève abrupte, toujours est-il que, malgré le chaud soleil éclatant, malgré les oiseaux qui pêchaient et criaient autour de nous, malgré la présence proche de la terre, où j'aurais dû être heureux de me rendre après un long voyage en mer, je sentis mon cœur se serrer, et dès ce premier coup d'œil, je pris en horreur l'idée même de l'île au trésor. Un autre exemple, c'est la rencontre avec l'antagoniste du livre, Long John Silver. Au vu de la crainte qu'il inspire aux personnes autour de lui, le lecteur sera surpris de trouver un beau parleur, charmeur et sympathique. Il ne correspond en rien au cauchemar qu'en fait Jim, où il y apparaît sous les traits d'un ogre. Et cette personnalité agréable, elle n'enlève rien à la dangerosité de Long John Silver. Au contraire, il apparaît plus détestable encore lorsque sa vraie nature est révélée. Il a un côté faux cul, manipulateur, comme une sorte de vipère perfide. De manière générale, on n'a pas le temps de s'ennuyer. L'écriture va à l'essentiel et on passe d'une action à une autre. Ça bouge dans tous les sens, enchaînant les scènes de navigation, les combats au sabre, les missions d'infiltration et autres joyeusetés. Une narration dynamique héritée de son format d'édition initial, le roman feuilleton. D'abord publié périodiquement dans le magazine écossais Young Fox entre 1881 et 1882, puis mis en forme tel qu'on le connaît aujourd'hui en 1883, le roman a préservé des chapitres courts ayant chacun un rebondissement, une surprise à proposer au lecteur. Cependant, il ne faut pas croire que ce dynamisme du récit serait au détriment de sa profondeur. On verra Jim grandir et prendre en maturité à mesure qu'il perdra son innocence tout au long de son aventure. Il sera de plus en plus actif, prenant des décisions et en assumant les conséquences, endossant pleinement son rôle de héros. Le roman s'inscrit donc dans la tradition du récit d'apprentissage, avec une question principale, celle du devoir. Le devoir envers ses amis, sa patrie, ses fonctions, ou même envers soi-même. Livesey illustre cette qualité, puisqu'en tant que médecin, il n'hésitera pas à soigner les pirates au péril de sa vie, faisant fi du danger, et ce, malgré le fait que ceux-ci aient essayé de le trucider. Mais c'est surtout dans sa dimension moralisatrice qu'elle bouscule son lecteur, et enrichit son récit d'une profondeur nouvelle, en montrant les effets pervers de la cupidité sur l'homme. Les pirates en sont une belle illustration. Pas seulement les crimes et atrocités qu'ils commettent, leur physique parle pour eux-mêmes. Ils sont pour la plupart estropiés. Sur l'autel de l'or, Chien Noir a laissé 2 doigts, John sa jambe et Pew ses yeux. Le trésor change le caractère des gens. Il les corrompt, les rend fous et dissémine une sorte de fièvre meurtrière dans leurs veines. Arrivé sur l'île, la personnalité de Long John Silver change et il devient ce pirate menaçant qui suscite l'effroi chez ses compagnons de voyage. Lorsqu'il pense avoir perdu et que le trésor lui semble inaccessible, il redevient l'homme charmeur et sympathique qu'on a d'abord rencontré et revient de bord dès lors que l'espoir revient. Silver sautillait sur sa béquille en grommelant. Ses narines dilatées frémissaient. Il jurait comme un possédé lorsque les mouches se posaient sur son visage brûlant et luisant de sueur. Il tirait brutalement sur le filin qui m'attachait à lui, et de temps à autre, il me jetait un coup d'œil féroce. Je pouvais lire en lui à livre ouvert, car il ne prenait plus la peine de cacher ses pensées. La proximité de l'or lui avait fait oublier tout le reste. Sa promesse et l'avertissement du docteur appartenaient au passé. À n'en pas douter, il espérait s'emparer du trésor, retrouver et aborder l'Hispaniola sous le couvert de la nuit,
égorger tout ce qu'il y avait encore d'honnêtes gens sur l'île et reprendre la mer selon son projet primitif, chargé de crimes et de richesses. Petit aparté, mais cet aspect du trésor a d'ailleurs été renforcé dans le premier volet de Pirates des Caraïbes, où celui-ci maudit là où les personnes qui s'en sont emparées. Cette perversion morale, elle touche même le docteur Livesey et Trelawney, qui sous leurs airs de gentilhomme basculent dans l'euphorie lorsque Jim leur apporte la carte. Bien que connaissant le danger qui les menace, ils n'hésitent pas une seconde à organiser une expédition pour aller récupérer le trésor. Alors, qu'ils sont déjà riches? C'est comme si l'excitation d'une chasse au trésor était juste trop forte pour y résister. Le personnage de Ben Gunn, un homme ayant été abandonné sur l'île pendant des années, montre la vacuité de cette quête de l'or. Parce que oui, en définitive, le trésor ce n'est rien d'autre que de l'or. Bon, un gros tas d'or. Mais justement, avec tout cet or pour lui seul, tout ce qu'il désire, c'est rentrer chez lui. Et un peu de fromage. Ouais, bon, pas forcément le premier truc qui me serait venu en tête, hein. Revoir sa mère, son père, ton frère, ou sa fiancée. Non, ça vaut pas la bonne odeur de panard du Calandos. En tout cas, encore une fois, surprise du lecteur, et un personnage atypique. La vacuité de cette quête, elle résonne d'autant plus fort à la fin de l'œuvre, quand l'aventure se conclut et que le trésor se retrouve dans les cales du bateau. Alors, une atmosphère tragique s'abat sur l'équipage. Parce que oui, tous ces combats, mutineries et trahisons, à la fin ça reste des morts. Quand on fait le bilan, l'expédition est un échec. L'œuvre laisse une sorte d'amertume en bouche qui nous fait questionner la nécessité de cette aventure. D'ailleurs, le roman se conclut immédiatement après le retour des protagonistes. On ne s'intéresse presque pas de ce qu'advient le trésor, car finalement, le plus important ici n'était pas la finalité, mais bien le voyage. Un voyage qui ne laissera personne indemne. Et cette fin, un peu plus en demi-teinte, inattendue d'un roman pour enfants plus habitué à happy ending, eh bien, loin de nuire au roman, elle le bonifie, car en donnant une forme de gravité aux événements, elle les rend plus crédibles. Ouais, parce qu'on serait tous déprimés après avoir failli mourir plus d'une dizaine de fois et vu la moitié de nos amis crever sous nos yeux. Le Jim, il a des tripes, ouais. Cette note sombre mise à part, on comprend pourquoi le roman a si bien fonctionné en son temps. Stevenson, ce petit écrivain qui à l'époque n'a encore rien publié de notable, il nous livre un putain de récit riche en émotions, avec de l'amitié, des trahisons, de la peur. Bref, il y a une intensité dans ce livre qui donne cette sensation à la fin d'avoir vécu quelque chose de grand. Enfin, je sais pas, c'est mon impression. Peut-être que c'est moi qui me fais des films. Dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît. Bon, en conclusion, L'île au trésor, c'est vraiment un magnifique voyage qu'il serait dommage de rater. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de vous plonger ou replonger dans cette aventure. J'ai pris le soin de ne révéler que ce qui me paraissait nécessaire pour comprendre l'œuvre dans ses grandes lignes, car il serait dommage d'en révéler tous les rebondissements. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. A bientôt, au manoir du Horla.